J'invite donc sur scène Béatrice, Julian Congretel de Siena Investment Manager et Antoine Ferraillan, directeur général de Money One. Cestia est représenté par Armand Manival, son CEO, et je vous invite à vous placer ici, s'il vous plaît. Merci à nos 4 intervenants. Et notre thème de la table ronde, c'est les perspectives du marché immobilier 2025, défis et opportunités. Et je vous propose d'abord de faire un tour de table rapide pour que chacun se présente et présente ses activités. On pourrait démarrer par Béatrice. Oui, donc moi, je m'occupe de la recherche, voilà. Je travaille pour Swiss Life Asset Manager. On gère à peu près 90 milliards d'immobilier en Europe. Voilà, je pense que je ne vais pas dire plus. Bonjour à tous, Julien Congretel. Donc, je fais partie de Siena Investment Managers, qui est une société de gestion qui a été fondée en 2022 par assemblage de différentes sociétés acquises par notre actionnaire GBL. Aujourd'hui, Siena, c'est à peu près 40 milliards d'actifs sous gestion. Pardon, merci. Donc avec une partie gestion actif coté qui fait un peu plus de 30 milliards, de l'immobilier en direct pour à peu près 6 milliards et demi, et pour le reste de la dette privée sur différents segments, dette corporate, dette privée immobilière, financement du secteur public hors État et transition énergétique. Et donc je fais partie de l'équipe de dette privée immobilière au sein de la partie dette privée de Siena. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, Antoine Ferraillan, je représente la société MoneyOne.fr. On est une plateforme de distribution de produits d'épargne et notamment immobilier. On a été créé en 2016. On gère à peu près aujourd'hui, enfin on gère. On ne gère pas. On gère les actifs de nos clients. Il y a 1,6 milliard d'actifs qui sont déposés sur MoneyOne, dont 90% en immobilier non coté à travers des SCPI. Et on a la particularité d'être directement rattaché à un asset manager qui s'appelle La Française. La Française, voilà. Bonjour à tous, Armand Manival. J'ai fondé une marque qui s'appelle Zestia et qui est engagée dans la défense des Français dans leurs opérations d'achat immobilière. On réunit une double expertise, une double compétence au sein d'une même personne qui est la chasse immobilière et le courtage en financement pour qu'on puisse devenir en fait l'interlocuteur unique du candidat acquéreur tout au long de son parcours d'achat. Aujourd'hui, la marque se déploie en France sous le modèle de la franchise et donc j'ai à cœur de pouvoir vous partager ma vision sur ce marché et sur ces prochaines questions. Super, merci à tous les 4. Et comme sujet pour la table ronde, nous allons évoquer 3 thèmes principalement. Le tout premier, c'est sur l'anticipation et l'adaptation des acteurs de l'immobilier face aux incertitudes actuelles. Le deuxième sujet, on va l'aborder aussi de manière globale, c'est sur les enjeux ESG dans l'immobilier et quelles possibles opportunités de financement et d'investissement en 2025 si l'on a. Et comme troisième sujet, si on a le temps, et j'espère qu'on l'aura, on va aborder le rôle de l'innovation et de la tech dans le secteur immobilier de 2025 et à court terme. Et pour démarrer, et Béatrice, entre le temps où on s'est parlé et aujourd'hui, beaucoup de choses se sont passées. Et est-ce qu'on pourrait dire déjà qu'il y a des perspectives de rebondissement en 2025 ou on devrait attendre 2026? Quel est le ressentiment des investisseurs? Alors, pas de rebondissement quand même en 2025, je pense, avec une probabilité de 90%. Plutôt voilà, de la consolidation, on va dire, travailler bien les portefeuilles. Je pense que tous les investisseurs vont rester sur une logique d'opportunité, notamment avec ce qui se passe sur le marché plutôt retail. Alors, je ne vais pas évoquer les SCPI, mais aussi ce qui se passe en Allemagne, puisqu'en fait, il y a pas mal de décollectes, il y a pas mal de portefeuilles qui arrivent, notamment des grands acteurs allemands. Et donc, ça veut dire que les investisseurs institutionnels vont rester sur un régime plutôt d'opportunité en travaillant parallèlement leur portefeuille. Et comme tu le disais, mais j'anticipe un petit peu, ça veut dire travailler, c'est voilà, faire beaucoup d'asset management, mais aussi
j'allais dire, capitaliser sur l'innovation pour justement avoir un peu plus de performance. Et on va le décliner de manière différente, mais non, pas de rebondissement en 2025. On espère qu'en revanche, la croissance va être très favorable pour le secteur en 2026 au niveau européen. Merci Béatrice. Et Antoine, je rappelle, MoneyOne est une plateforme d'investissement immobilier avec un service important de distribution des CPI. Est-ce que ces 2 dernières années, il y a eu des changements? Quelles sont pour toi les tendances de consommation autour de l'immobilier et autour de la SCPI que tu as pu constater? Alors c'est vrai que le marché de la SCPI a été très porteur sur les, je dirais, de 2019 à 2021, même un petit peu jusqu'en 2022. Et une fois qu'il y a eu cette augmentation des taux qui a été abordée tout à l'heure, il y a eu un effet marché sur la valorisation des actifs. Alors effectivement, moi je partage le fait que tant qu'on n'aura pas de taux durablement bas, on n'aura pas justement une pérennité sur la valeur des actifs, parce qu'une fois de plus, la SCPI, il y a 2 choses. J'achète un bien qui vaut X, et ensuite, il y a le rendement interne de ce bien. C'est comme si j'achète un appartement, je mets un locataire, ce locataire me verse un loyer, ce loyer me donne un rendement. Donc dans la SCPI, il y a la principale source de rendement, c'est le loyer. Ce loyer aujourd'hui, et même hier et encore demain, il n'est pas mis à mal, puisqu'on a une diversification qui permet aux gestionnaires d'encaisser des loyers. Et la première promesse, c'est la distribution de rendement. Donc ça, on n'a pas trop d'incertitude sur le fait que les SCPI vont continuer à délivrer du rendement. On a eu cet impact de taux et donc cet impact sur la valorisation des SCPI. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, en 2025, le marché a rendu ce qu'il devait rendre en termes de valorisation et qu'on est sur un marché qui est plus sain? Parce que c'est comme acheter un appartement, on préfère l'acheter quand le prix au mètre carré a largement chuté pour pouvoir espérer une plus-value sur le long terme. La SCPI, c'est à peu près c'est la même chose. On a un marché qui a rendu, en fonction des asset managers, entre moins 15 et moins 50% sur les 2 dernières années. Donc, est-ce qu'il y a un point d'entrée aujourd'hui en termes de valorisation? Moi, je pense à titre personnel que oui, du fait que l'immobilier, on est quand même sur des cycles qui sont très longs. On a connu un cycle haussier assez long sur les 10 dernières années. Là, sur les 2 dernières qu'on vient de vivre, on a eu des pertes de valorisation. Est-ce que c'est le bon moment aujourd'hui, en 2025, de rentrer sur des points bas? Je pense que c'est comme toute classe d'actifs. Quand le marché a rendu ce qu'il devait rendre et qu'on a des perspectives à long terme qui sont à la fois liées à la macroéconomie, donc des locataires qui se portent bien dans leur secteur d'activité, qui sont capables de maintenir un niveau de loyer suffisamment correct par rapport au prix du marché, ça laisse entrevoir une stabilité du rendement et une potentielle, je dirais, plus-value sur le long terme qui est plus, je dirais, confortable aujourd'hui que si on était il y a 2 ans. Pour l'instant, on voit un accord entre Béatrice et Antoine sur qu'il n'y aurait pas de possibilité de rebondir en 2025 et qu'il faudrait peut-être attendre 2026. Et en ce qui concerne le financement, je m'adresse à Julien. Et comme évoqué, Sienna est un acteur du financement des actifs réels dans l'immobilier. Et comment le marché de la dette privée immobilière a évolué ces dernières années et comment Sienna aborde ce contexte immobilier? Alors, pour reprendre ce que disait Antoine, on peut se poser la question de la pertinence du point d'entrée sur la classe d'actifs dette plutôt qu'actifs en direct ou via les SCPI. Les mêmes causes ont produit les mêmes effets dans le sens où aujourd'hui sur la dette, on a un point d'entrée attractif. C'est-à-dire on peut rentrer à des niveaux de levier inférieurs globalement à ce qui se faisait à la fin du cycle précédent pour financer des actifs à des marges qui sont plutôt supérieures avec des taux plus élevés. Et on est sur des valeurs, on va financer un pourcentage d'une valeur qui a des côtés. Donc en fait, en exposition en euros au mètre carré, par rapport au rendement qu'on peut obtenir, par rapport à tout ce qu'on pouvait voir sur le cycle précédent, on est à un point d'entrée qui est intéressant. Néanmoins, ça ne se traduit pas forcément dans les chiffres, en tout cas en levée sur le produit dette privée immobilière chez les asset managers. Pourquoi ? Parce que il faut revenir pour comprendre, je pense, sur la
la genèse de la dette privée immobilière en tant que classe d'actifs. C'est quelque chose qui s'est développé au début des années 2010 dans un environnement de taux très faible dans le sillage de la crise financière de 2008-2009. Et à l'époque, c'était un produit de substitution à l'exposition liquide sur les marchés obligataires. Et donc les institutionnels, donc essentiellement en Europe, les assureurs, allaient venir chercher du rendement sur de la dette immobilière senior avec un profil en termes de duration, de rendement, de risque qui leur convenait, qui leur permettait de générer un rendement qu'ils ne trouvaient plus forcément sur les marchés liquides. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est cet effet de vase communicant qui a eu lieu dans les années 2010 dans un rendement de taux bas, dans un rendement de taux plus élevé, il fonctionne toujours, mais dans l'autre sens. Et donc, aujourd'hui, pour des asset managers comme nous, c'est plus difficile, malgré le point d'entrée, en fait, l'attractivité du point d'entrée sur la dette, d'aller convaincre une clientèle institutionnelle d'aller se positionner sur ces produits-là. Généralement, ils vont demander un rendement plus élevé pour aller bloquer leur capital sur un actif qui est quand même illiquide, un fonds de dette privé. Vous allez vous engager assez vite sur 8 ou 10 ans parce qu'on prête à 5 ou 7 ans. Et donc, il faut réagir par rapport à ça. Alors, comment on s'adapte chez... Bon, alors, je pense que les asset managers, en général, il y a plusieurs pistes. Une, c'est d'évoluer vers des nouvelles clientèles et d'aller chercher du capital plus côté fortune privée et investisseurs particuliers, retail. Il y a une retailisation, je pense, des stratégies de levée qui est à l'œuvre et qui est aussi poussée par l'évolution de la réglementation, notamment avec les fonds LTIF. Et puis, il y a aussi éventuellement l'opportunité de changer un peu pour la nature du produit. Et c'est ce qu'on fait en ce moment chez Sienna. Une des réponses qu'on a trouvées, ça a été de dire, on va essayer de proposer autre chose. Et ce qu'on propose en ce moment de plus en plus, ça va être des fonds de nature un peu thématique qui vont mélanger différentes classes d'actifs en dette privée, de la dette corporate, du financement, peut-être davantage d'infrastructures de transition énergétique, une des spécialités de la maison également, de l'immobilier, sur des stratégies de décarbonation, sur des stratégies liées à la biodiversité, et donc proposer un produit qui est différent de ce qu'on pouvait faire, c'est simplement une classe d'actifs, dette immobilière senior. Et quand on parle du marché du financement, on doit aussi penser aux particuliers. Donc, on peut penser à Cestia et comment on vit les activités de Cestia sur l'accompagnement des particuliers dans le financement de l'achat immobilier. Quel est ton ressenti sur le terrain? Et il y a un contexte où l'octroi des crédits immobiliers est de plus en plus complexe. Alors, le ressenti, il est déjà en fait à prendre en compte avec ce qui s'est passé en 2024. On a eu une année qui a extrêmement mal commencé, mais moi je suis quelqu'un qui aime les courbes et qui aime les jolies courbes. Et en jolies courbes, on a effectivement un mois de décembre 2024 qui est bien plus encourageant. Donc effectivement, il n'y aura pas de hausse ni de rebond sur 2025. Néanmoins, on s'aperçoit sur le terrain, par notre évidemment échantillon, qu'on a une progression, une hausse d'environ 8% chaque mois du volume de prospects que nos franchisés accompagnent au fur et à mesure dans la préparation, l'anticipation de projets immobiliers. Alors ça, c'est une métrique qui est évidemment complètement corrélée aux baisses de taux. Quand on commence en fait l'année dernière en 2024 avec un taux sur 25 ans pour des prêts immobiliers, hein, je parle, qui était aux alentours de 4,30 et que cette année on est plutôt sur du 3,30 et pour les meilleurs profils on passe en dessous de la barre des 3%, c'est quelque chose qui redonne du pouvoir d'achat aux Français et c'est une métrique qui encourage et qui réencourage à se positionner sur des opérations d'achat immobilier. À mon sens, effectivement, 2025, il y a 3 grandes thématiques qu'on aborde. Aujourd'hui, au vu des nouvelles difficultés de l'accès au crédit, il est absolument nécessaire d'avoir une véritable expertise. Je vais vous parler de ce que j'appelle le crédit générique. Aujourd'hui, le crédit générique en immobilier, il n'existe plus. On a passé tout un tas d'étapes, plus ou moins rapidement, qui ont imposé une rigueur et une précision technique
qui fait qu'aujourd'hui, un particulier qui se lance seul dans l'aventure d'achat immobilier, je pense qu'à plus de 70%, effectivement, il va ne pas pouvoir avoir l'accès à son crédit, ce qui rentre dans les statistiques d'échec sur les dossiers entre le compromis et l'acte authentique. Mais c'est pas parce que c'est compliqué que c'est impossible. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir en fait travailler avec des étapes, avec des critères, ce qu'on appelle les critères de solvabilité. On a la chance d'avoir une stabilisation visiblement de l'inflation, ce qui permet d'avoir en fait des taux qui diminuent un petit peu. Donc aujourd'hui, l'analyse, l'anticipation, la préparation, c'est la thématique de cette nouvelle année 2025. La deuxième chose qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a un retour des négociations sur les prix de vente. Les vendeurs, alors j'espère qu'il n'y en a pas dans la salle, les vendeurs obtus sur la valeur émotionnelle, hein, parce qu'on s'entend, un prix de vente, c'est quoi? C'est une valeur vénale additionnée à une valeur émotionnelle, et on a en fait ce qu'on appelle la valeur commerciale. Donc en fait, cette valeur émotionnelle étant un petit peu décorrélée de la réalité, a fait qu'on a un marché en 2024 qui a largement baissé en termes de volume de vente. Moi, j'espère revenir non pas sur des années folles, mais à minima revenir sur un marché qui est cohérent. Et un marché cohérent, c'est un marché à 950 000 transactions annuelles qui permet en fait à un ensemble de facteurs de bien tourner. Et aujourd'hui, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les vendeurs acceptent des négociations. On a pu aller jusqu'à parfois 17% de négo d'un prix d'un bien. Alors, initialement évidemment décorrélé, mais on a aujourd'hui une ouverture. Donc la première thématique, c'est compliqué, c'est pas impossible, il faut être technique, il faut anticiper. La deuxième, c'est évidemment la négociation sur les volumes de prix, donc des vendeurs qui sont ouverts. Et la troisième, c'est tout ce que l'État aussi nous apporte et toutes les solutions complémentaires qu'on peut avoir. On a un prêt à taux zéro étendu, on a aujourd'hui des éco-PTZ, on a un prépal, le prêt d'action en logement, on a des banques en interne qui proposent des prêts à taux zéro sur des petites enveloppes, mais tout ça, ça contribue à pouvoir aider à repartir et à redynamiser des enveloppes d'emprunt sur, en tout cas, un marché immobilier. Merci. Armand, et c'est clair qu'il y a des contraintes pour l'accès au logement, mais aussi il y a des contraintes pour faciliter le développement d'un immobilier durable. Et je m'adresse à Béatrice. Et quel serait ton ressenti pour relever les défis de construire un immobilier plus durable et avec un impact social encore plus positif? Est-ce qu'on peut faire recours à la tech pour cela, entre d'autres choses ou pas? Alors moi, je pense qu'on ne peut pas penser l'immobilier durable sans la tech. Et sans ce qu'on appelle les breakthrough technologies. Je suis désolée pour l'anglicisme, mais bon, c'est un peu ce qu'on imaginait en 2020. C'est ce qu'on imagine aussi chez Swiss Life Asset Managers. Alors, je ne vais pas vous faire le couplet, évidemment, du framework, de comment on envisage l'alignement par rapport finalement aux accords de Paris chez Swiss Life Asset Managers. Je vais plutôt répondre au niveau de l'actif en tant que tel. C'est vrai que quand on a finalement des actifs qui sont très différents de manière sectorielle, de manière géographique en Europe, il faut réfléchir à la fois par actif, finalement en se disant comment on a envie d'aligner cet actif en fonction du portefeuille et quelles sont les solutions, puisqu'en fait les solutions doivent être adaptées au produit en tant que tel. Donc j'ai vu qu'il y avait différentes personnes là, que je connais un peu. Il y a Citowi dans la salle, il y a Accenta dans la salle. Donc par exemple, il y a des solutions qui existent et en fait, si on va être dans le court terme, on peut être dans une logique de décarbonation de très court terme, de décarbonation de moyen long terme, de décarbonation de plus long terme. Évidemment, il y a la problématique des CAPEX. Donc en fait, il faut réfléchir de manière granulaire et il faut à la fois en fonction de l'objectif associer une solution qui est adéquate. Et finalement, dans l'écosystème, et en particulier dans l'écosystème de finance innovation, il y a la possibilité de trouver des solutions qui peuvent parfois, au sein d'un portefeuille, associer une solution, associer 4 solutions de manière très différenciée, qui s'échelonnent dans le temps. Et pour le dire simplement, je pense que finalement, on est efficace et les équipes d'asset management ne peuvent être efficaces
qu'avec la technologie en tant que telle. Voilà. Pour répondre de manière synthétique à ta question. Merci Béatrice. Et Julien, tu l'as un peu parlé. Et comment les investisseurs en dette, comment les investissements en dette privée peuvent répondre aux enjeux dans l'immobilier, des enjeux ESG dans l'immobilier, et comment est-ce que Sienna aborde ce sujet? Tu nous as parlé tout à l'heure des fonds thématiques. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu plus? Alors, de manière générale, sur la dette, l'ESG, ça fait quelques années que ça commence à être bien intégré. Il y a eu une progression en termes de logiques qui ont été appliquées. Je pense que les premières basiques, c'était des logiques un peu d'exclusion. C'était on va aller financer des actifs verts, c'est-à-dire que déjà décarbonés, déjà performants énergétiquement, et on va se fier pour ça à des labels. Ça, c'était un peu le degré zéro de la réflexion, mais il fallait commencer quelque part. Ensuite, on s'est aperçu qu'accompagner des emprunteurs sur le chemin de l'amélioration de la performance énergétique, la performance carbone des actifs, c'était intéressant aussi. On est rentré dans une logique de ce qu'on appelle, je vais encore faire un anglicisme, mais Sustainability Linked Loans, c'est-à-dire créer des documentations de crédit où on va donner un bénéfice financier à l'emprunteur lorsqu'il s'engage sur certains types d'investissements, de travaux qui vont permettre d'améliorer leurs actifs du point de vue énergétique. On parle d'ESG, mais sur l'immobilier, l'enjeu, il est quand même essentiellement sur le E, c'est-à-dire sur l'énergie et le carbone. C'est pas que les autres n'existent pas, mais je pense que le levier d'impact, il est plus sur ce volet-là. Et donc, on est passé sur une logique incitative. À l'époque, il y a encore quelques années, on allait plutôt chercher à s'exposer à des actifs qui allaient avoir une prime verte. C'est-à-dire qu'on considérait qu'un actif qui était plus performant énergétiquement, il allait mieux se vendre, il allait peut-être aller chercher une prime de loyer. Et c'est une logique qui a évolué. Pourquoi? Parce que la réglementation a évolué, la mentalité des investisseurs a évolué, et on s'est aperçu que finalement, décarboner, améliorer l'efficacité énergétique des actifs, c'était pas une question d'aller chercher de la valeur en plus, c'était plutôt quelque chose qui allait assez vite devenir défensif. C'est-à-dire, si on le fait pas, on va perdre de la liquidité, on va perdre de la valeur, on va perdre de l'attractivité sur le marché locatif, parce que si vous voulez louer un très bel immeuble de bureau prime à une société du CAC 40, ils vont vous poser beaucoup de questions sur la performance énergétique de l'actif, et ça va être un deal breaker pour eux pour le fait de signer un bail, pour prendre un exemple. Donc aujourd'hui, en fait, je pense que la plupart des prêteurs, et c'est le cas aussi chez Sienna, vont avoir une logique presque à nouveau d'exclusion, dans le sens où on va être obligé d'analyser de très près les performances existantes des actifs, les business plans des emprunteurs, leurs objectifs sur quelques années, l'impact des travaux qu'ils envisagent de faire, pour se dire, est-ce que c'est suffisamment ambitieux et est-ce que ça va apporter suffisamment d'amélioration du point de vue énergie et carbone pour qu'on soit confortable avec le fait que l'actif va préserver sa valeur ou éventuellement en gagner sur le moyen terme, sachant que nous, on va être sur des termes, sur des durées de financement de 5 à 7 ans, et que si vous voulez suivre une trajectoire de décarbonation type Accord de Paris, c'est sur beaucoup plus long que ça, c'est-à-dire que il faut être sur la trajectoire, mais sachant qu'il va y avoir encore potentiellement des choses à faire après. Alors, est-ce que vous contentez de dire, sur la trajectoire à 5 ans, on est bon, ou est-ce qu'il faut aller demander des investissements qui vont plus vous positionner de manière à être en accord avec les objectifs de Paris à 10 ans ou à 15 ans? Ça, c'est des débats qu'on peut avoir. Sachant que c'est pas toujours facile, parce que vous pouvez aller imposer à un emprunteur, lui dire, en fait, oui, on vous finance, mais alors il faudrait que vous mettiez des panneaux solaires sur le toit de votre actif logistique, etc. Mais est-ce que c'est mieux de le faire tout de suite, ou d'attendre 3 à 5 ans, peut-être que la technologie soit meilleure, et ça lui coûtera moins cher, votre emprunteur, pour un résultat qui pourrait être meilleur? Donc, il y a beaucoup de débats, mais globalement, c'est le genre de logique dans lequel on est rentré, c'est-à-dire on sélectionne les emprunteurs, les business plans, les actifs, notamment sur ces sujets-là liés au changement climatique. Alors, chez Sienna en particulier, comment on prend la chose? Déjà très, très à cœur et de manière très sérieuse, puisque avec le soutien de notre actionnaire GBL, Sienna est en train de s'engager sur une démarche SBTi. Donc SBTi, c'est une organisation qui valide les objectifs déjà de décarbonation long terme des entreprises, qui valide leur cohérence avec les objectifs de l'accord de Paris. Et pour une société comme Sienna, ça veut dire qu'on va le faire au niveau de la société elle-même, mais aussi au niveau de tous les portefeuilles d'actifs
qu'on gère. Donc, sur la dette immobilière, ce que ça va vouloir dire, c'est-à-dire qu'on va s'engager à ce que nos portefeuilles de prêts immobiliers financent des actifs qui soient de plus en plus décarbonés, en ligne avec les objectifs de l'accord de Paris. Et donc, ça veut mécaniquement dire qu'on va aller financer plus de travaux, plus d'actifs de value-add. Donc, on va aller chercher certains types de risques sur les travaux, sur les autorisations administratives, des risques de surcoût, etc., qu'on prenait peut-être moins avant dans le cycle précédent, où on faisait des choses un peu moins risquées, mais qui vont avoir pour objectif d'éviter un autre risque, qui est celui de la dégradation de la liquidité et de la valeur de l'actif à long terme. Et Julien, malgré la crise d'usage des bureaux, est-ce qu'on peut espérer trouver d'autres sources de financement dans le secteur tertiaire? Alors peut-être pour revenir sur la crise des bureaux et le secteur tertiaire en général. Alors, d'abord, je pense qu'il faut... on a tendance à peut-être souvent exagérer la place du bureau dans les volumes d'investissement en immobilier tertiaire. Et c'est sans doute parce qu'on est en France où effectivement, et je parle peut-être sous le contrôle de Béatrice qui doit avoir les chiffres mieux en tête que moi, je pense qu'on était à 55-60% des volumes d'investissement en bureau sur le long terme, en tout cas plus de la moitié. Si on regarde en revanche le paysage européen, le bureau, c'était peut-être plutôt 40%. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait quand même 60% du marché en tertiaire qui était autre chose que du bureau. Deuxième point, il y a effectivement une crise d'usage sur le bureau, mais qui ne concerne pas la totalité du parc. Donc, c'est un certain nombre d'actifs, une certaine typologie d'actifs et de localisation qui se retrouvent aujourd'hui en déshérence avec certains actifs qui n'ont pas d'avenir selon leur usage actuel en bureau. Mais voilà, c'est pas la totalité du parc. La classe d'actifs n'a pas disparu pour autant. Et ce qu'on voit justement, c'est que les prix, les loyers sont en train de grimper sur les actifs qui correspondent en termes au moins d'emplacement à ce que les investisseurs, les utilisateurs, ce à quoi ils ont envie de s'exposer dans le futur. C'est aussi quelque chose, cette crise qui n'est pas complètement nouveau, donc il y a eu un effet d'accélération incroyable. La violence avec laquelle certaines pertes de valeur sont arrivées est liée effectivement aux conséquences lointaines de la crise du Covid et à l'avènement du travail flexible, sinon du télétravail. Mais il y a aussi un aspect sur-offre qu'on a déjà vu ailleurs et par le passé. Je pense qu'on a construit, notamment en Île-de-France, trop de bureaux pendant la période 2008-2019 et je crois... je parle à nouveau sous contrôle de Béatrice, je pense, mais je crois qu'on a construit plus de 40 mètres carrés de bureaux en Île-de-France sur cette période-là pour chaque emploi tertiaire créé. Bon, le ratio de bureaux typique pour un employé, on va plutôt être entre 10 et 15 mètres carrés et on est plutôt aujourd'hui dans une logique d'amélioration du capacitaire et de l'efficacité des actifs. On va plutôt tendre vers 10. Donc effectivement, on a en fait construit trop au mauvais endroit. Et puis, il y a eu un accélérateur, je dirais, avec le Covid qui fait qu'on s'en est aperçu plus vite. Mais c'est pas quelque chose de complètement nouveau. Des marchés avec 25-30% de vacances, on en a vu ailleurs, aux Pays-Bas, en Allemagne, après la crise des dot-com au début des années 2000, après la crise de 2009. Bon, ça remet pas en cause la totalité de la classe d'actifs. Et ensuite, sur le reste, des opportunités, est-ce qu'il y en a? Il y en a moins parce qu'il y a moins de volume d'acquisition. Les volumes d'investissement ont largement baissé depuis 2 ans en Europe. En revanche, sur la dette, on est sur des prêts, typiquement sur l'immobilier tertiaire, qui ont une durée de 5 à 7 ans. Donc vous avez toujours du refinancement. Donc il y a des opportunités là-dessus, sous réserve de bien savoir choisir ses actifs. Et puis vous avez un certain nombre de classes d'actifs qui, certes, ont pu connaître des chocs sur leur valorisation du fait de l'effet taux, mais qui n'ont absolument pas perdu de leur attractivité en termes d'usage et où on bénéficie encore de croissance des loyers. Ça a été longtemps les locaux d'activité, la logistique. Ça commence un petit peu à se calmer en termes de croissance de loyers parce que les perspectives économiques évoluent. Il y a beaucoup d'incertitudes aujourd'hui, mais ça a quand même longtemps été le cas. On a l'hôtellerie qui est aujourd'hui encore très attractive en Europe. Donc il y a encore beaucoup d'opportunités. Ce qui change, et on va revenir sur ce que disait Béatrice aussi tout à l'heure, c'est que on n'a plus le tapis roulant des taux bas qui permettaient de faire croître les valeurs sans faire grand-chose. Donc maintenant, pour aller trouver les bons actifs et aller chercher la valeur, il y a beaucoup plus de travail. Il y a le contexte ESG, les besoins de décarbonation.
Et il y a le fait que l'ensemble des classes d'actifs évoluent vers des modèles davantage opérationnels. Donc l'hôtellerie, ça l'est déjà. Vous avez un certain nombre de dérivés du résidentiel géré, la résidence étudiante. Ce sont des classes d'actifs très opérationnelles. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'on a besoin de compétences qui ne sont pas tout à fait les mêmes que dans le précédent cycle pour aller les analyser, qu'on soit investisseur ou qu'on soit prêteur en dette. Et donc, il y a beaucoup plus de travail. Et Antoine, que peut nous présenter le monde de la SCPI et d'autres investisseurs et d'autres types d'investissements immobiliers comme opportunité pour investir dans l'ESG, pour investir dans un immobilier plus éco-responsable et avec un impact social positif? Alors, pour un investisseur, on est obligé de regarder toute la chaîne, je dirais, de la conception du produit jusqu'à ses propres desiderata en bout de chaîne. Donc, en qualité de distributeur adossé à un asset manager, ce qui est assez confortable pour nous, c'est qu'on arrive à avoir une analyse à la fois côté asset management et à la fois distribution de produits. Côté asset management, il est vrai que et comme ça a été souligné, la pression, elle vient du marché. C'est-à-dire que le locataire, il a envie d'avoir un immeuble éco-responsable qui coche, je dirais, toutes les nouvelles normes énergétiques. Maintenant, ça, sans être vulgaire, c'est un truc de riche. Parce que c'est les grosses entreprises qui sont capables d'aller chercher des immeubles prime qui répondent, je dirais, à toutes ces normes-là. Et le marché de la SCPI, c'est pas que des immeubles prime. Il y a Paris, effectivement, qui est un gros bassin d'investissement, mais il y a également toutes les autres métropoles en France. Et il y a des produits qui peuvent s'adresser au marché parisien et il y a d'autres produits plus dits high yield, haut rendement, donc avec entre guillemets une couche de risque peut-être un petit peu plus supplémentaire que l'immeuble pur parisien, et d'autres produits qui s'adressent à des PME. Et quand on demande à un gérant de PME s'il est prêt à payer X % plus cher pour avoir un bâtiment qui est éco-responsable, la réponse est non. Il a envie d'avoir son business, il le lance et il va d'abord s'occuper de sa rentabilité pour ensuite grossir et peut-être un jour remplir et cocher les cases. Ce penchant côté locataire, on le retrouve exactement côté investisseur. On est tous des investisseurs dans la salle. Si je vous demande si vous êtes prêt à intégrer des critères ESG dans votre allocation au détriment de votre performance, je connais la réponse. Donc, nous, en bout de chaîne, on a une obligation aujourd'hui de la part de l'AMF qui est comme on doit, je dirais, scorer les individus en termes de risque. Ça, c'est notre premier conseil, c'est est-ce qu'on a un produit qui est adapté par rapport à votre profil de risque. Et on a une deuxième couche qui nous a été imposée par l'AMF il y a 2 ans maintenant, qui oblige les distributeurs de scorer également les personnes sur leurs critères ESG. Et donc, quand on regarde les produits en bout de chaîne qui sont le plus achetés, investis de la part de nos investisseurs, surtout depuis, et je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit, mais surtout depuis 2 ans maintenant, où on a eu une hausse des taux. Donc, qui dit hausse des taux, dit hausse des taux sans risque également. Et l'investisseur final, il va regarder le taux sans risque, le livret A, et ce que peut lui procurer des produits comme la SCPI. Et puis, il va regarder ce qu'on mesure, la prime de risque. Mon livret A, il me rapporte 2%, ma SCPI, elle me rapporte 4%. Est-ce que je suis prêt à prendre du risque pour aller chercher 2% supplémentaires en termes de rendement, fiscalisé en plus par rapport à un livret A? Ça dépend des investisseurs, mais dans leur allocation, on voit bien aujourd'hui qu'en bout de chaîne, les investisseurs préfèrent aller chercher des produits un petit peu plus high yield qui vont servir du 5,5, 6, voire au-delà, qui ne respectent pas forcément ces critères ESG par rapport à des produits, je dirais, plus prime, plus cœur de ville, qui eux, ont une rémunération qui est moindre. Donc, oui, il y a un cercle vertueux qui est en train de se créer entre asset manager, locataire, grosses entreprises et l'investisseur final, mais c'est pas encore de notre spectre et de ce que l'on peut, les conclusions qu'on peut tirer vis-à-vis de nos clients investisseurs. On en a 30 000 aujourd'hui des clients, donc on a un bassin
on a un échantillonnage qui est quand même relativement important. La proportion, elle est à 80-20. Il y a 20% des investisseurs qui souhaitent prendre en compte des critères ESG dans leur schéma d'investissement et le reste qui va d'abord privilégier la performance et le rendement de son portefeuille dans des proportions plus importantes. Ouais, excuse-moi, est-ce que je peux dire juste rajouter? En fait, il se trouve que la mutation ou l'engagement sur finalement une politique beaucoup plus responsable et décarbonation, malheureusement, elle a coïncidé aussi avec une hausse des coûts de la construction du bâtiment. Donc en fait, il y a eu un espèce de mauvais alignement entre ce qu'on a voulu faire et ce que finalement les coûts associés. C'est aussi la raison pour laquelle, du coup, ça pèse un peu plus sur la performance que ce qu'on aurait pu anticiper dans le passé. Enfin, juste pour rappel, hein, de tête, entre 2023 et 2020, les coûts, pas de la construction, c'est quasiment 8% par an, mais les coûts de rénovation BT01, et quand on regarde les différentes entre guillemets strates du BT01, ça a été une hausse entre, on va dire, 15 et 45%. Donc du coup, quand il faut injecter ça dans les CAPEX, ça va peser. Donc c'est aussi la raison pour laquelle, évidemment, il y a certains locataires qui ne sont pas prêts finalement à payer en termes de prix sorti un loyer élevé à partir du moment où tu l'as réintégré. Donc c'est juste ce que je voulais souligner. Voilà, Merci. c'est très bien, Béatrice. Et Armand, quand on pense à devenir propriétaire, est-ce qu'on pense aussi à ces enjeux durables? Est-ce qu'on cherche à acheter une maison ou un bien immobilier? Est-ce qu'on cherche et on est sensibilisé à ce type des démarches? Et je voudrais dire aussi quel type des solutions et d'accompagnement pour essayer de répondre aux attentes de l'immobilier, aux attentes des particuliers de devenir propriétaires. Oui. Non, plus sérieusement, effectivement, la lutte contre les passoires énergétiques, c'est un véritable engagement. En tout cas, dans le scope qu'on peut avoir, nous, chez Zestia au national, c'est des gens qui sont extrêmement sensibilisés à cette volonté d'avoir en fait la meilleure note de classe énergétique. En tout cas, on en a de plus en plus. Alors, est-ce que c'est pour la planète ou est-ce que c'est pour l'économie d'échelle sur leur portefeuille et les factures? Bon, ça, je me permettrai pas de juger. Toujours est-il que on a cette dynamique et cette implication de la part des Français, en tout cas pour de la résidence principale, d'avoir effectivement une très bonne notation. Maintenant, effectivement, je voudrais rebondir là-dessus et c'est un sujet qui est extrêmement compliqué. On avait dans les volumes de transactions annuelles sur des années classiques une grande part d'investisseurs, donc c'est des particuliers, c'est monsieur, madame, tout le monde, qui fait 1 ou 2 investissements locatifs par an. Et ça représente un sérieux volume d'opérations d'achat immobilière. Et là, la problématique, c'est qu'en fait, aujourd'hui, c'est plus tellement possible. J'en réfère aux normes HCSF sur le calcul du taux d'endettement, qui n'est plus en différentiel de charge, mais en linéaire. Et j'en réfère à l'augmentation des coûts au niveau des rénovations et de la hausse des taux. On a effectivement, coup sur coup, des paramètres qui réduisent très significativement la capacité d'un Français moyen à pouvoir en fait réaliser un investissement locatif une fois qu'il est déjà propriétaire de sa résidence principale. Et alors aujourd'hui, de l'autre côté, au niveau banque, alors toutes ne sont pas vertes encore. Toujours est-il que présenter un projet d'investissement locatif sans pour autant avoir les garanties de travaux permettant une amélioration de la note du DPE et donc permettre évidemment la mise en location, ce sont des projets qui sont à 100% refusés aujourd'hui. Donc on a effectivement cette problématique clairement identifiée de se dire comment est-ce qu'un particulier peut pouvoir investir malgré du coup un volume de travaux à inclure dans son financement qui est tellement gros que en termes de taux d'endettement on ne passe plus. Et c'est là où, en fait où j'en reviens à ce que je vous expliquais tout à l'heure. Chez Zestia, on a, alors je ne sais pas comment font les autres, mais chez Zestia on a eu pas mal de techniques. Je vais vous en révéler quelques-unes qui nous ont sorti quelques dossiers. Et vous allez pouvoir comprendre le niveau de technique et de difficulté de montage de dossier qu'on se doit d'avoir aujourd'hui pour permettre d'avoir des accords derrière. Et donc le niveau de difficulté que les banques doivent aujourd'hui étudier pour pouvoir en fait conserver en fait une conquête de part de marché par le prêt immobilier du coup qui est un produit d'appel. Sur la problématique de l'usure,
Au lieu d'avoir un financement en monoligne sur une durée classique de 20 ans, 25 ans, on venait faire ce qu'on appelle un mixage. Donc ça, je pense que je vous apprends rien. C'est le jeu de se dire, on va diviser l'enveloppe à financer en 2 parties, une qu'on va conserver sur cette longue durée et une autre qu'on va réduire plutôt sur une durée, par exemple, de 15 ans. Pour éviter qu'il y ait une échéance qui se double, on va venir faire un lissage. C'est-à-dire qu'avec un jeu de paliers, le consommateur en fait, va toujours avoir la même mensualité. Par contre, le fait d'avoir une ligne sur 15 ans et donc un taux qui est moins risqué, qui est moins gros que le gros taux de 25 ans, va permettre en fait d'avoir une économie de coût de crédit et donc une baisse de la mensualité. Donc ça, c'était un petit jeu que, on va dire, beaucoup savent faire. Maintenant, techniquement parlant, avec les problématiques d'usure, il fallait encore faire baisser le TAEG. Bon, alors pourquoi pas évoquer sur cette petite ligne un taux variable en KP1. Donc évidemment, en termes de jauge de risque, on ne va pas mettre les clients ni à 35, ni à 33, mais peut-être qu'à 30% d'endettement, de façon à anticiper cette augmentation du taux variable sur la petite ligne, de façon en fait à un instant T, faire passer le dossier. Est-ce que le client l'accepte ? Est-ce que la banque aussi l'accepte ? Tout ça, c'est des jeux, c'est des questions, c'est des réflexions. Mais pour aller un peu plus loin dans ce raisonnement, vu qu'en fait on est sur une durée de 15 ans, on peut peut-être aussi faire un prêt in fine. On sait que les Français ont beaucoup épargné ces derniers temps. Alors, est-ce que du coup, un montage en in fine pour s'éviter, se soustraire de la partie amortissable sur cette petite ligne de 15 ans, via du coup le nantissement d'un produit financier adossé, permet justement de se dégager d'environ 35-40% d'une mensualité, ce qui pour le coup a un réel impact sur une mensualité. Donc, est-ce qu'on va venir faire un mixage de 2 lignes ? Est-ce qu'on va rajouter un prêt à taux zéro de la banque ? Est-ce qu'on va rajouter un prêt PAL ? Comment on va venir créer un plan de financement permettant de solutionner et d'aboutir à un projet ? Ça demande aujourd'hui une véritable expertise. Pour financer et dans les solutions qu'ont les Français aujourd'hui pour pouvoir aller sur ce genre de projet et en adéquation du coup avec les lois climat et résilience, il y en a, pas tout le temps. Comme je vous disais, le prêt générique aujourd'hui, en tout cas à mon sens, n'existe plus. Ça relève d'une véritable technicité et d'un audit au préalable. Tout le monde n'est pas en capacité de pouvoir en fait structurer le montage du plan de financement comme je viens de l'évoquer. Mais toujours est-il qu'il y a des solutions, pas pour tout le monde, et que, je vais me répéter, mais c'est important, la règle d'or, c'est d'anticiper et de se faire accompagner. Je vois qu'il nous reste quelques minutes à peine pour finir la table ronde. Je voudrais juste revenir sur le sujet, sur l'aspect technologique abordé par Béatrice à tout à l'heure. Et en tant que directrice de la recherche et de l'innovation et l'intérêt que tu portes à la PropTech, est-ce que tu pourrais nous dire quel rôle peut jouer l'innovation et la technologie en 2025 et je sais que Swiss Life collabore beaucoup avec des sociétés tech. Est-ce que peut-être nous citer quelques collaborations avec des startups? Ouais, très bien. Alors, je vais essayer de prendre un petit peu d'auteur pour laisser la parole aux autres. Je vais essayer de prendre 3 exemples assez différents. Alors, je l'ai dit un peu tout à l'heure, je pense qu'effectivement, l'immobilier ne peut plus se penser sans la technologie et j'irai plus loin que ça en disant que, en gros, aujourd'hui, il faut avoir des profils qui sont à la fois purs immobiliers et ingénieurs. Ou alors des équipes qui sont interdisciplinaires et qui travaillent ensemble pour avoir une bonne maîtrise des sujets. Je vais donner 3 exemples qui sont 3 exemples assez différents. Par exemple, c'est vrai qu'en 2018, on a voulu faire l'acquisition d'un portefeuille de plus d'1 milliard en résidentiel. Donc, on a été assez game changer, ça s'est réalisé. Et qu'il avait fallu auditer 3000 lignes. Donc 3000 lignes, c'est assez compliqué. Et en fait, il se trouve que dans l'écosystème que je vois ici, là, dans l'écosystème finance-innovation, donc évidemment, moi, j'ai un background quand même plutôt numérique. Donc, ça veut dire pour un investisseur institutionnel, il faut vraiment comprendre la langue de l'autre. C'est une histoire de vraiment de parler le même langage, de se comprendre. Et c'est vrai qu'on s'est dit, on ne va pas pouvoir de manière humaine, finalement, auditer 3000 lignes, parce que chaque ligne est différente, exposition soleil, l'étage, la salle de bain, la douche, etc. Donc, on a fait appel à une PropTech qui était au Miwoo. Alors, je ne sais pas s'ils sont dans la salle. Mais du coup, c'est grâce à cette PropTech qu'on a pu finalement pricer le portefeuille de manière assez rapide, de manière assez judicieuse et en fait qu'on a pu calculer ce qu'on appelle le fair price, le juste prix. Donc ça, c'est première chose. Je peux dire qu'aujourd'hui,
aucune des équipes en termes d'acquisition sur le résidentiel, en termes d'asset management sur le résidentiel, ne peut faire sans OmiWoo. En fait, il y a des économies d'échelle à travailler avec. Donc, en fait, voilà, tout le monde travaille avec. Deuxièmement, c'est que on avait anticipé, enfin, on avait associé cette PropTech pour pricer, mais on n'avait pas compris qu'elle allait évoluer dans le temps. Et on peut se dire qu'aujourd'hui, par exemple, OmiWoo est la PropTech incontournable pour faire tourner des AVM, par exemple. Et ça intéresse évidemment des investisseurs institutionnels. On peut imaginer que ça intéresse aussi des banques. Parce que finalement, la PropTech, elle a aussi évolué en fonction du marché. Le deuxième exemple, je ne vais peut-être pas aller au troisième pour laisser la place aux autres. Le deuxième exemple, c'est pareil, c'est Accenta qui ont des solutions intelligentes au sens d'intelligence artificielle, etc., très customisées, qui vous font toute la chaîne de valeur parce qu'en fait, ils packagent aussi le crédit. On peut se dire que voilà, sur pas sur des thématiques, mais oui, des thématiques sectorielles sur des actifs en particulier, on a pu, la géothermie, c'est aussi particulier. Du coup, on travaille avec eux, ça a été long. Pourquoi? Parce que c'est vrai aussi que quand on utilise les PropTech, il y a un langage commun. Il y a effectivement le fait d'avoir des fertilisations croisées, mais il faut vraiment, pour les PropTech, être patient parce qu'ils ont tout un travail de pédagogie à faire aux équipes. Moi, je travaille avec elles, oui, mais en fait, c'est pas moi qui va être finalement décisionnaire. Il y a beaucoup d'équipes, des fois des intérêts qui peuvent être divergents. Donc, quelque part, il y a aussi la capacité des PropTech à s'adapter à des profils particuliers. Voilà ce que je peux dire, entre guillemets, sur les synergies entre SLAM et l'univers des PropTech. Et Armand, Sestia a intégré de la technologie dans les process des chasses immobilières et courtage en prêt immobilier. Et comment est-ce que tu accompagnes les professionnels de l'immobilier à la réussite de cette transformation digitale? Alors effectivement, associer un métier de chasseur immobilier et courtier en prêt immobilier, ça paraît impossible car deux métiers très chronophages. Et en fait, on s'aperçoit que dans le panel, dans l'accompagnement d'un prospect, il y a énormément de tâches qui sont extrêmement répétitives, chronophages, administratives et sans forcément une plus-value d'analyse ou une plus-value d'un expert. Donc en fait, aujourd'hui, au sein du réseau, j'ai à cœur de leur apporter le maximum d'outils et des outils les plus performants pour leur permettre en fait du coup à leur tour d'être les plus performants dans ce qui est le plus important pour eux, délivrer en fait une expertise, un conseil et un accompagnement. Donc à l'intérieur de Zestia, on a plusieurs systèmes qui sont automatisés. On a des gros chantiers qui ont visé sur les 2 dernières années à automatiser des matchmaking. Lorsqu'en fait on a un budget, un projet détaillé, eh ben, on va avoir une automatisation exprimé en pourcentage sur le matchmaking avec les biens qui sont sur réseau public, mais aussi sur nos canaux off-market. On a également un gros chantier qui vise à automatiser la saisie d'un dossier complet. On sait que quand il faut remplir toute une partie identitaire, revenus, charges, projets, avec des documents à n'en plus finir, des sociétés parfois de partout, c'est quelque chose qui est extrêmement chronophage sans vraiment de plus-value. Donc on entraîne aujourd'hui de l'IA sur de l'automatisation de saisie et la recherche des informations les plus pertinentes. Et ensuite, la génération de plans de financement. Comme je vous le disais, en fait, la technique est importante. Aujourd'hui, est-ce que tout est viable? Non, selon les dossiers. C'est là où on a besoin de l'humain au centre de l'analyse. Néanmoins, les outils et les IA nous permettent aujourd'hui de gagner un peu plus de 27% d'économie de temps sur chaque dossier. Donc, un potentiel de 27% de plus de chiffre d'affaires à l'année pour chacun des franchisés qu'on accompagne à travers des formations. C'est compliqué pour certains profils de s'adapter rapidement. Notre travail d'UX/UI, c'est que dans l'interface, ça soit limpide, facile et qu'en un bouton, il y ait tout ce qui se cache sur le back-office et que sur le front-office, ça soit des plus limpides qui soient. Et il n'y a pas que les startups qui innovent, il y a aussi les grands groupes. Et MoneyOne, filiale de la française, a été pionnière en 2016 et dans la digitalisation de la distribution des CPI. Et d'après ton expérience, quels seraient les défis pour instaurer une culture d'innovation continue et à l'aide de la digitalisation et de la transformation numérique?
Bonne question. Je ne vais pas revenir sur ce qui est fait côté asset manager et les économies d'échelle qui sont réalisées à des fins de return plus importants pour l'investisseur. La vraie innovation, ce qu'on voit de plus en plus émerger côté immobilier non coté à des fins de distribution d'épargne, c'est ce qu'on appelle, ce qui est assez englobé, c'est la tokenisation de l'immobilier. On veut rendre liquide un produit qui ne l'est par nature pas. Il y a plein d'acteurs qui se sont lancés là-dedans, je vais pas les citer, mais quand on creuse, on voit qu'au final, on achète plus de la dette que de l'IMO. Donc, je crois que ce qui tourner autour de ça, arriver à trouver une certaine liquidité sur le marché pour l'investisseur final, pour moi, je pense que ce serait l'innovation ultime pour l'investisseur. On n'en a pas parlé de la liquidité sur l'immobilier, un petit peu en disant qu'il y a des négociations. Donc, si négociation il y a, c'est qu'il y a quand même un petit peu de tension sur le marché et que les vendeurs ont envie de vendre. Eh bien, c'est pareil sur la partie SCPI. Il y a quand même un marché secondaire aujourd'hui qui est assez important. Il y a de plus en plus d'acteurs qui émergent pour justement faire marcher et faire tourner ce marché de gré à gré, permettant d'amener de la liquidité sur le marché. C'est également une part d'innovation. Et en conclusion, moi, la vraie innovation que j'attends pour mes clients, c'est que l'AMF légifère sur la classification des produits, avec des produits pour les institutionnels et les assureurs, où ils peuvent acheter en masse et revendre en masse, et des produits pour les particuliers qui, eux, quand ils veulent acheter 10 parts, puissent les revendre sans attendre que l'assureur qui en a 300 puisse liquider ses parts avant de les vendre. Pour moi, la vraie innovation, elle va tourner autour de ça. Je vais poser une question à Antoine. Pourquoi il n'y a pas une plateforme générique pour toutes les SCPI? Sur le marché secondaire? Eh bien, parce que tous les asset managers n'ouvrent pas le carnet d'ordre. Mais on peut dire ça pour les KYC. Pourquoi il n'y a pas un KYC central des clients au niveau européen pour qu'à chacun a ça à chaque banque? Ça, c'est vraiment un sujet mental. C'est un sujet mental, mais bon, du coup, je pense que c'est vrai qu'on aurait pu innover en France avec cette histoire d'ouverture et de marché, de plateforme pour le marché secondaire. Ça aurait peut-être évité d'avoir trop d'incertitudes du point de vue des épargnants. Certains le font, certains ouvrent le carnet d'ordre, mais pas tout le monde encore. La SCPI, c'est un marché, au niveau de l'asset manager, hyper normé. Hein. Vous avez un carnet d'ordre, premier arrivé, premier servi. Et donc, certains ne souhaitent pas encore ouvrir le carnet d'ordre, malgré le fait qu'il y ait aujourd'hui, à l'heure où on se parle, il y a des bonnes affaires à faire du fait que certains investisseurs sont malheureusement bloqués dans la revente de leur part, et il y en a certains qui seraient prêts à toucher 90% de la valeur pour avoir leur liquidité de manière immédiate. Et de l'autre côté, il y a forcément des acheteurs qui sont forcément intéressés d'acheter un actif des côtés de 10%. Merci Antoine et merci à nos 4 intervenants sur ces mots. On termine la table ronde. On va passer la parole au prochain panel. Mais merci beaucoup à tous les 4.